Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler du cours de droit des contrats. Alors le droit des contrats, c'est une matière fondamentale qui est étudiée au premier semestre de la deuxième année de droit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette matière, elle est parfois appelée droit des obligations dans certaines universités. Alors en réalité, le droit des obligations, c'est une matière plus large qui englobe le droit des contrats, mais pas seulement. Mais ce que vous devez savoir, c'est que si vous êtes en deuxième année de droit et que vous étudiez au premier semestre le droit des obligations, alors vous étudiez le droit des contrats et cette vidéo correspond à votre cours. Mais donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement synthétiser le cours de droit des contrats. On va vraiment le résumer de manière très synthétique afin que vous ayez une bonne vision d'ensemble, une bonne vision globale de la matière, ce qui vous sera très utile pour réussir vos examens. Et donc, sans plus attendre, c'est parti, on commence la vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cours de droit des contrats est divisé en trois grandes parties. La première partie, elle concerne la formation du contrat. On a ensuite une deuxième grande partie qui concerne les effets du contrat, quels sont les effets qui sont produits par le contrat une fois qu'il est formé. Et puis, on a une troisième et dernière grande partie qui porte sur les sanctions de l'inexécution du contrat. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une des parties au contrat n'exécute pas ses obligations contractuelles? Et donc, on va commencer avec la première grande partie, la formation du contrat. Alors, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que pour qu'un contrat soit formé, il faut la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Autrement dit, il faut une personne qui propose une offre de contrat et il faut une autre personne qui accepte cette offre. Et pour être considéré comme une offre au sens juridique et donc donner lieu à la formation du contrat en cas d'acceptation, l'offre, elle doit être précise, c'est-à-dire qu'elle doit contenir les éléments essentiels du contrat envisagé. Elle doit également être ferme, c'est-à-dire qu'elle doit manifester la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Donc ça, c'est pour l'offre, et l'acceptation, quant à elle, elle doit être conforme à l'offre. Il faut que le destinataire de l'offre accepte l'offre dans tous ses éléments. Mais parfois, les choses ne sont pas aussi simples. Et effectivement, la rencontre d'une offre et d'une acceptation peut être précédée d'une phase de négociation, qu'on appelle également pourparlers, phase pendant laquelle les parties vont négocier les conditions du futur contrat. Alors le principe de la liberté contractuelle est applicable aux négociations. On est donc en principe libre d'engager des négociations et libre d'y mettre fin. Mais les négociations, elles sont également soumises aux exigences d'un autre grand principe du droit des contrats, qui est la bonne foi. Donc ainsi, une partie qui commet une faute pendant les négociations peut engager sa responsabilité. Responsabilité extra-contractuelle, puisque le contrat n'est pas conclu. Et donc, si elle engage sa responsabilité, elle sera condamnée à payer à l'autre partie des dommages et intérêts. Mais donc, qu'est-ce qu'une faute pendant les négociations? Eh bien, une faute, ça peut être par exemple le fait d'engager des négociations uniquement afin d'espionner l'autre partie. Ça peut aussi être le fait de prolonger les négociations inutilement alors qu'on n'a pas du tout l'intention de conclure le contrat. Ça peut aussi être le fait de rompre les négociations brutalement après avoir entretenu chez l'autre partie l'espoir que le contrat allait être conclu. On parle alors de rupture abusive des pourparlers. Une faute, ça peut aussi être le fait de cacher une information déterminante pour le consentement de l'autre partie, c'est-à-dire une information qui empêcherait l'autre partie de conclure le contrat si elle en avait connaissance. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obligation précontractuelle d'information. Et donc, en vertu de l'obligation précontractuelle d'information, une partie qui détiendrait une information déterminante pour le consentement de l'autre partie doit informer cette autre partie. Et puis enfin, une faute, ça pourrait aussi être le fait d'utiliser ou de divulguer sans autorisation une information confidentielle qu'on aurait obtenue à l'occasion des négociations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'obligation de confidentialité.
Et puis enfin, pendant la phase de négociation, il faut savoir que les parties vont parfois conclure ce qu'on appelle des avant-contrats, c'est-à-dire des contrats dont le but est de préparer la formation du contrat définitif. Les deux principaux avant-contrats, ce sont la promesse unilatérale de contrat et le pacte de préférence. Et donc, vous les étudierez en détail dans le cours de droit des contrats. Je ne rentre pas dans le détail dans cette vidéo. On revient à nos moutons. Comme on l'a dit, après la rencontre d'une offre et d'une acceptation, le contrat est formé. Mais attention, parce que pour être valablement formé, le contrat, il doit respecter 3 conditions de validité. Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Commençons avec le consentement des parties. Le consentement des parties, ça signifie que chaque partie doit consentir à la conclusion du contrat. Chaque partie doit donc avoir la volonté de conclure le contrat. Et pour être valable, le consentement ne doit pas être vicié, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être affecté d'un vice du consentement. Il y a 3 vices du consentement. Premièrement, l'erreur. Qu'est-ce que l'erreur? Eh bien, il y a erreur lorsqu'il existe un décalage entre ce que croyait le contractant et ce que le contrat est réellement. Par exemple, j'achète une bague parce que je crois qu'il s'agit d'un vrai diamant, mais en réalité, c'est simplement du verre taillé. Eh bien, à ce moment-là, il y a bien un décalage entre ce que je croyais et ce que le contrat est réellement. Deuxième vice du consentement, c'est le dol. Le dol, c'est le fait d'obtenir le consentement de l'autre partie par des manœuvres ou des mensonges, ou même en gardant le silence sur une information que l'on sait déterminante pour l'autre partie. Dans ce dernier cas, on parle alors de réticence dolosive. Et troisième vice du consentement, c'est la violence. La violence, c'est une pression exercée sur l'une des parties, de manière à provoquer chez elle un sentiment de crainte, afin de la contraindre à conclure le contrat pour éviter que ce qu'elle craint ne se réalise. Par exemple, ça va être « tu signes le contrat ou bien je te casse la figure ». Ou encore par exemple « tu signes le contrat ou je ruine ta réputation ». Etc. etc. La violence, ça correspond à des menaces, ça correspond à du chantage. Et donc, si le consentement d'une des parties a été vicié par une erreur, un dol ou une violence, eh bien alors le contrat n'est pas valablement formé. On passe à la deuxième condition de validité du contrat qui est la capacité de contracter. Alors en ce qui concerne la capacité de contracter, il faut d'abord citer l'article 1145 du Code civil, qui dispose que toute personne physique peut contracter, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. Ainsi, le principe, c'est que toute personne physique a la capacité de contracter. Mais il existe des personnes qui sont frappées d'incapacité, c'est-à-dire des personnes à qui on ne reconnaît pas la capacité de contracter. Et en droit, on appelle ces personnes des incapables. Et les personnes incapables, ce sont d'abord les mineurs non émancipés, et puis également les majeurs protégés, qui sont des personnes atteintes d'une altération de leur faculté mentale. C'est principalement les majeurs sous tutelle et les majeurs sous curatelle. On peut penser par exemple à une grand-mère qui serait atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui donc n'aurait plus toute sa tête. Et donc, ces personnes étant des personnes vulnérables, elles ne peuvent pas conclure des contrats, elles n'ont pas la capacité de contracter. Et puis donc la troisième condition de validité du contrat, c'est le contenu licite et certain. Alors déjà, c'est quoi le contenu du contrat? Le contenu du contrat fait référence aux prestations qui sont fournies par les parties. Et pour commencer, le contenu licite signifie que le contrat doit être conforme aux règles d'ordre public. Et à ce titre, on a l'article 1162 du Code civil qui dispose que le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but.
Donc ainsi, le contrat ne peut pas, d'abord, avoir un objet qui serait contraire à l'ordre public, par exemple un contrat de vente de drogue, mais également le contrat il ne peut pas poursuivre un but qui serait contraire à l'ordre public, même si l'objet en lui-même est licite. Par exemple, louer un appartement, c'est licite, ce n'est pas contraire à l'ordre public, mais louer un appartement pour en faire un lieu de prostitution, et bien à ce moment-là, on est sur un contrat qui poursuit un but contraire à l'ordre public. Ça, c'est donc pour le contenu licite. Et concernant maintenant le contenu certain, ça signifie que la prestation de chacune des parties doit être possible. Par exemple, construire une maison sur la planète Mars, ce n'est pas une prestation possible. Et également, la prestation de chacune des parties doit être déterminée ou au moins déterminable. Donc soit la prestation est déterminée avec précision dès la conclusion du contrat, soit elle ne l'est pas, mais elle doit alors pouvoir être déterminée ultérieurement d'après des éléments objectifs. C'est ça que ça signifie déterminable. Ça signifie que la prestation va pouvoir être déterminée ultérieurement sur la base d'éléments objectifs. Exemple de prestation qui ne serait pas déterminée mais qui serait déterminable, une vente dans laquelle les parties prévoient avant une récolte qu'elle portera sur un tiers de celle-ci. Effectivement, ici, on ne sait pas à l'avance quelle sera l'ampleur de la récolte, donc la prestation de vente n'est pas déterminée au moment de la conclusion du contrat, mais elle est déterminable d'après un élément objectif, à savoir qu'elle portera sur un tiers de la récolte. Donc, 3 conditions de validité du contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Et il est très important pour les parties de respecter ces 3 conditions de validité du contrat, puisque si l'une d'entre elles fait défaut, le contrat encourt alors ce qu'on appelle la nullité. Qu'est-ce que la nullité ? La nullité consiste en l'annulation rétroactive du contrat. Avec la nullité, le contrat est donc annulé pour l'avenir, mais également pour le passé. L'idée, c'est de faire comme si le contrat n'avait jamais existé. Et ça suppose donc des restitutions, c'est-à-dire que chaque partie doit rendre à l'autre ce qu'elle a reçu, afin que les parties puissent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Voilà donc pour la partie sur la formation du contrat. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'il est valablement formé, le contrat va alors produire des effets. Et d'abord, entre les parties, le contrat, il a force obligatoire. Alors le principe de la force obligatoire du contrat, il se trouve à l'article 1103 du Code civil, qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ainsi, la force obligatoire du contrat, c'est le principe selon lequel un contrat valablement formé s'impose aux parties comme une loi. Et en vertu de la force obligatoire du contrat, les parties doivent respecter le contrat et exécuter les obligations prévues au contrat. Et la force obligatoire, elle a pour corollaire l'intangibilité du contrat. Qu'est-ce que l'intangibilité du contrat ? Ça signifie qu'une partie ne peut pas décider toute seule de modifier ou de révoquer le contrat. Ne peut pas décider toute seule de modifier ou de mettre fin au contrat. Effectivement, le consentement mutuel des parties est nécessaire pour modifier ou révoquer le contrat. Donc pour modifier ou mettre fin à un contrat, il faut l'accord de toutes les parties. Ce principe d'intangibilité, il comporte toutefois des exceptions. Par exemple, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, eh bien à ce moment-là, chaque partie peut y mettre fin à tout moment. Mais le principe, ça reste que pour modifier ou mettre fin à un contrat, il faut l'accord de toutes les parties. Donc le contrat a des effets entre les parties. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que le contrat a des effets à l'égard des tiers ? Eh bien, en principe,
le contrat, il n'a pas d'effet à l'égard des tiers. C'est ce qu'on appelle l'effet relatif des contrats. Et donc, en vertu de l'effet relatif des contrats, le contrat ne peut pas créer des droits et des obligations à l'égard des tiers. Et donc ainsi, une des parties ne peut pas demander à un tiers l'exécution du contrat, et puis également, un tiers ne peut pas demander l'exécution du contrat à l'une des parties. Alors le principe de l'effet relatif des contrats, il comporte des exceptions, comme par exemple la stipulation pour autrui. Vous étudierez ces exceptions dans le cours de droit des contrats. Là encore, je ne rentre pas dans le détail dans cette vidéo. Et on va maintenant pouvoir passer à la dernière grande partie qui concerne les sanctions de l'inexécution du contrat. Mais juste avant, sachez que cette vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est simplement une esquisse. C'est simplement un résumé très synthétique du cours de droit des contrats, afin d'avoir une vision globale et de comprendre les grandes lignes. Mais si vous voulez vraiment réviser efficacement le droit des contrats, si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens dans cette matière, eh bien vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de fiches de révision en droit des contrats, qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques, qui sont également complètes, et qui résument vraiment parfaitement le droit des contrats. C'est donc un pack de fiches qui vous sera très utile pour réviser efficacement la matière, qui vous aidera également à mieux comprendre la matière, et donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. On reprend donc avec les sanctions de l'inexécution du contrat. Alors, on sait qu'un contrat a force obligatoire, et à ce titre, les parties doivent exécuter leurs obligations contractuelles. Mais il peut arriver qu'une partie n'exécute pas ou exécute mal ses obligations. On parle alors d'inexécution du contrat. Et dans un tel cas, le droit des contrats prévoit différentes sanctions que le créancier peut utiliser à l'égard de son débiteur défaillant. Ces sanctions, ce sont les suivantes. L'exception d'inexécution, l'exécution forcée en nature, la réduction du prix, la résolution du contrat et la responsabilité contractuelle. Commençons avec l'exception d'inexécution. L'exception d'inexécution figure à l'article 1219 du Code civil, qui dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Donc ainsi, l'exception d'inexécution, ça consiste à suspendre l'exécution de son obligation tant que l'autre partie n'exécute pas la sienne. L'exception d'inexécution, ça n'est donc pas une véritable sanction, c'est plutôt un moyen de pression que le créancier peut utiliser afin d'inciter le débiteur à exécuter son obligation. Et le créancier, il peut y recourir si l'inexécution du débiteur est suffisamment grave. Donc ainsi, l'inexécution, elle doit affecter une obligation essentielle du contrat. Si l'inexécution affecte seulement une obligation secondaire du contrat, alors il n'est pas possible d'invoquer l'exception d'inexécution. Mais donc, si malgré l'exception d'inexécution, le débiteur continue à ne pas exécuter son obligation, le créancier, il pourra alors utiliser une autre sanction de l'inexécution du contrat, comme par exemple l'exécution forcée en nature. Alors l'exécution forcée en nature, c'est la sanction prononcée par un juge consistant à contraindre le débiteur à exécuter son obligation. Donc soit le débiteur va devoir exécuter l'obligation qu'il n'a pas exécutée, soit il va devoir corriger son exécution s'il l'avait mal exécutée. Et l'exécution forcée en nature, elle ne peut être ordonnée par le juge que si elle n'est pas impossible, et également si il n'y a pas de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. En fait, l'idée, c'est d'éviter que l'exécution forcée ne soit prononcée dans les cas où le coût serait trop important pour le débiteur et où le créancier en retirerait un avantage trop petit. On peut penser, par exemple, à la destruction et la reconstruction d'une maison achevée avec un niveau de 33 cm
inférieur aux stipulations du contrat. Dans un tel cas, le coût pour le débiteur de détruire et de reconstruire complètement la maison est absolument énorme, alors que pour le créancier, 33 cm, ça ne change pas grand-chose. Donc ça, c'est pour l'exécution forcée en nature. Troisième sanction de l'inexécution du contrat, c'est la réduction du prix. Alors la réduction du prix, elle peut être utilisée par le créancier en cas d'exécution imparfaite de la prestation du débiteur. Autrement dit, si le débiteur n'a exécuté sa prestation que partiellement, ou de manière non conforme à ce qui était prévu dans le contrat, et dans ce cas-là, le créancier il peut tout de même accepter la prestation, mais en demander une réduction du prix. Et cette réduction, elle doit être proportionnelle au manquement. Elle doit être proportionnelle à la mauvaise exécution du débiteur. Mais donc en gros, on a un débiteur qui n'a pas exécuté sa prestation conformément à ce qui était prévu dans le contrat. Et le créancier, il dit, bon ok, je me contente de ça, mais à condition de payer un prix inférieur à ce qui était prévu. Et il faut distinguer deux hypothèses. Soit le créancier, il a déjà payé la prestation, et donc dans ce cas-là, à défaut d'accord avec le débiteur, il peut demander au juge la réduction du prix. Donc pour obtenir la réduction du prix, il va devoir aller en justice. Soit, autre hypothèse, le créancier, il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation. Et dans ce cas-là, il peut alors décider lui-même de réduire le prix en notifiant au débiteur sa décision. En sachant que si le débiteur n'accepte pas la réduction du prix, il peut toujours saisir le juge pour contester la décision du créancier. Et puis également, il faut préciser que dans le cas où le créancier n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, le créancier, il a également la possibilité de demander au juge la réduction du prix s'il préfère, et ce depuis un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2024. Donc si jamais le créancier il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, finalement, il a le choix entre notification unilatérale au débiteur et demande judiciaire. On passe maintenant à la quatrième sanction de l'inexécution du contrat, qui est la résolution. Et la résolution, c'est la sanction qui met tout simplement fin au contrat. Mais attention, puisqu'en fonction du type de contrat, la résolution va avoir ou non un effet rétroactif. C'est-à-dire que pour certains contrats, la résolution aura un effet rétroactif, et donc il sera mis fin au contrat pour l'avenir, mais également pour le passé, les parties devant restituer ce qu'elles ont reçu. Mais pour d'autres contrats, la résolution n'aura pas d'effet rétroactif, et donc il sera mis fin au contrat seulement pour l'avenir. Et donc, on distingue entre les contrats dont les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat, et donc pour ces contrats, la résolution aura un effet rétroactif. Ça concerne principalement les contrats à exécution instantanée, c'est-à-dire les contrats dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique, comme par exemple le contrat de vente. Donc ça, c'est la première catégorie de contrats. Et puis, la deuxième catégorie de contrats, ce sont les contrats dont les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. Et donc pour ces contrats, la résolution n'aura pas d'effet rétroactif. Et ça concerne principalement les contrats à exécution successive, c'est-à-dire les contrats dont les obligations s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps, comme par exemple le contrat de bail. Et donc, ce qu'il faut dire également sur la résolution, c'est que le créancier est victime d'une inexécution par le débiteur. Il peut résoudre le contrat de trois façons différentes. Soit en se prévalant d'une clause résolutoire, si jamais le contrat en comporte une. La clause résolutoire, c'est une clause par laquelle les parties vont prévoir à l'avance que le contrat sera résolu en cas d'inexécution. Deuxième possibilité, le créancier, il peut demander au juge
de résoudre le contrat. Et dans ce cas, l'inexécution du débiteur doit être suffisamment grave, c'est-à-dire qu'elle doit affecter une obligation essentielle du contrat. Et puis, troisième possibilité, le créancier, il peut notifier au débiteur sa décision unilatérale de résoudre le contrat. Et là encore, il faut une inexécution suffisamment grave. Mais attention, puisque la résolution unilatérale par notification, elle se fait aux risques et périls du créancier, nous dit l'article 1226 du Code civil. Et effectivement, qu'est-ce que ça signifie aux risques et périls du créancier? Eh bien tout simplement, le débiteur, si jamais il n'est pas content de la décision du créancier de résoudre le contrat, il a la possibilité de saisir le juge afin de contester cette résolution du contrat par le créancier. Donc certes, le créancier peut mettre en œuvre la résolution de manière unilatérale, mais il s'expose à devoir justifier sa décision devant le juge si jamais le débiteur décide de contester la résolution devant le juge. Voilà donc pour la résolution, et on passe à la cinquième et dernière sanction de l'inexécution, c'est la responsabilité contractuelle. Alors en quoi ça consiste la responsabilité contractuelle? Eh bien, si le créancier subit un préjudice du fait de l'inexécution du contrat par le débiteur, il peut alors engager la responsabilité contractuelle du débiteur afin d'obtenir réparation de son préjudice. Cette réparation, elle consistera en l'allocation de dommages et intérêts. Donc concrètement, le débiteur va verser au créancier des dommages et intérêts afin de réparer son préjudice. Mais donc, la responsabilité contractuelle du débiteur, elle ne peut être engagée que si trois conditions sont réunies. Première condition, une inexécution du contrat, qui peut être une inexécution totale, une inexécution partielle, ou bien une mauvaise exécution. Deuxième condition, il faut un préjudice subi par le créancier. Il peut s'agir d'un préjudice matériel, d'un préjudice moral ou d'un préjudice corporel. Et puis enfin, il faut un lien de causalité entre l'inexécution du contrat et le dommage. C'est-à-dire que l'inexécution du contrat doit être la cause du dommage. Et donc, si ces trois conditions sont réunies, le créancier va pouvoir engager la responsabilité contractuelle de son débiteur afin d'obtenir des dommages et intérêts. Sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous voulez regarder d'autres vidéos de droit des contrats, je vous mets à l'écran ma playlist en droit des contrats, qui comprend différentes vidéos sur les différentes notions du cours de droit des contrats. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran, et sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.